Résumé. OK. Donc, comme on est encore au début, c'est mieux. Donc, ici, je parlais de comment le cerveau doit se former en commençant par l'œuf jusqu'à la forme que nous connaissons. Et ici, j'ai dit que je ne parle pas encore des malformations, des enzymes qu'on peut trouver à ce niveau-là. Maintenant, parlons des structures de la ligne médiane. Là, c'est l'embryologie seulement. Au niveau de la ligne médiane, c'est la forme ici que nous avons. Comme je l'ai dit au départ, si Satan, on dit que le Satan réside dans le détail, les malformations de la tête de l'enfant, on le verra sur la ligne médiane. Voilà pourquoi il faut être systématique sur comment vous voyez. Chaque jour, il faut revoir ça dans le même ordre. Si vous changez l'ordre, c'est là que vous allez oublier, surtout quand vous êtes pressé. Comment commencer? L'autre fois, quand je parlais de l'IRAM normal, je commence toujours par l'image en diffusion. Souvent, c'est comme la séquence qui vous montre tout ce qui est aigu, que ce soit l'AVC, que ce soit une tumeur, ça vous dit déjà que la tumeur, elle est maligne ou quoi, en termes de probabilité. Après que j'ai fini avec les hémisphères ou avec l'image en diffusion, je saute sur la ligne médiane. Qu'est-ce que je regarde ici? Je commence par l'hypophyse. Ce que je dois voir chez tout adulte. Après 1 mois, je dois voir la partie postérieure de l'hypophyse doit être en hypersignal de couleur blanche et la partie antérieure doit être dans le signal normal comme isodense, isointense avec les autres, par exemple avec le cortex cérébral par exemple. Et nous savons tous par rapport à l'endocrinologie que tous les hormones commencent d'abord au niveau de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique ou bien thyroïdien ou bien les autres des différents axes. Nous avons les facteurs hormonaux qui sont au niveau du thalamus et ça passe par ce qu'on appelle la circulation porte. Donc, ça vient à partir de l'infundibulum ici pour atteindre l'hypophyse. Et à part l'ADH et l'oxytocine, tous les autres hormones hypophysaires sont dans l'hypophyse antérieure, ce qu'on appelle adénohypophyse. Et l'hypophyse postérieure, ce qu'on appelle la neurohypophyse. Maintenant, quand je trouve qu'il y a 2 couleurs ici, c'est déjà bon, je regarde l'infundibulum ici. Ça doit être de forme régulière et sous la coupe coronale, ça doit être bien centré par rapport à la glande pituitaire. Parce qu'il y a des cas, par exemple, d'adénome, tout ce que vous pouvez voir à l'image morphologique, c'est le fait que l'infundibulum ici est dévié à gauche ou à droite. Maintenant, après ça c'est notre chiasma optique. Et si vous avez l'habitude de regarder ce cerveau, vous pouvez déjà parler de l'atrophie du chiasma ou bien du nerf optique en regardant à partir de cette coupe ici. Ça, c'est le 3e ventricule qu'on voit ici sur la ligne médiane. Il y a une superposition avec l'hypothalamus. Et il y a les différents, ce qu'on appelle un repli, des recess en anglais. Par exemple, ici, on a un petit repli. Ici, on a un petit repli. Ça, c'est... Et puis, en postérieur, au niveau de votre glande pinéale, il y en a aussi. Il y a des cas d'hydrocéphalie qu'on ne peut voir que sous la coupe sagittale et il y a un ballonnement de ces replis ici. On perd la forme aiguë. Surtout quand il y a une adhésion ou bien il y a un web, il y a un obstacle au niveau de l'aqueduc de Sylvius, le fait sera rétrograde. Et le premier à avoir le retentissement sera le 3e ventricule. Et si vous faites tôt l'examen, il y aura ces replis ici qui seront ballonnés. Ça vous montre déjà qu'il y a une augmentation de la pression dans le circuit de la circulation. N'attendez pas que le ventricule soit dilaté parce que là, c'est une urgence et dans nos milieux, le temps de trouver docteur Talaja, le patient va déjà mourir. Après ça c'est le corps calé. Le corps calé, comme on dit dans notre langue, Tata Moissi, c'est toujours une femme. Bien que le nom soit différent, on parle de Tata comme un homme, mais c'est toujours une femme. Les corps calés, c'est la substance blanche. Et tout ce qu'on a dans les corps calés, ce sont des fibres nerveuses. Voilà pourquoi, quand il y a une atrophie des hémisphères cérébrales, le corps calé aussi va s'atrophier. Et à différents niveaux, par exemple ici, qu'est-ce que nous avons? Ça, c'est le bec ou le rostrum. Ça, c'est le genou. Ça, c'est le tronc ou le body. Et ça, c'est le splénium, comme on dit, sélénium en français, le splénium. Je vais parler en détail. Et
à chaque niveau correspond des fibres particulières qui communiquent les hémisphères de gauche et de droite. Par exemple, au niveau des becs, c'est beaucoup plus les fibres qui connectent les deux des hémisphères frontaux, comme les lobes frontaux qui se communiquent à ce niveau-là. Donc, si j'ai une atrophie, par exemple, des lobes frontaux, l'atrophie va s'accompagner avec l'atrophie de rostrum, par exemple. Maintenant, comme ce sont les substances blanches qui assurent la traversée des fibres nerveuses de gauche à droite, il y a des cas d'épilepsie où on est obligé de sectionner le corps calleux pour rendre indépendants les deux hémisphères et diminuer le nombre de crises. Je vais en parler le jour où je vais parler de l'imagerie de l'épilepsie chez l'enfant. Maintenant, quand j'ai fini de regarder le corps calleux, ici, ça doit être bombé, l'esplénium, et le rostrum, ça doit être bombé, et à la jonction entre le deux tiers antérieur et les deux tiers postérieurs, ici, il y a un léger émincement ici, sans que ça soit pathologique. Et souvent, ça correspond à l'endroit où le fornix vient s'attacher. Donc, si, et chez certaines personnes, c'est beaucoup plus apparent que si vous n'êtes pas familier avec l'imagerie du cerveau de l'enfant, vous risquez de penser qu'il y a une atrophie à ce niveau-là. Maintenant, quand j'ai fini là, je regarde la glande pinéale. Souvent, on a des kystes chez l'enfant, bien chez l'adulte, il y a des kystes de la glande pinéale qui est à ce niveau ici. Tant que le kyste est de moins de 2 mm, on laisse passer. On n'a pas besoin de follow-up. Et s'il y a une lésion à ce niveau ici, dans la description, on doit dire si le tegmétome est comprimé ou pas. Parce que si ça comprime, il y a un syndrome qui apparaît à ce niveau-là. Le malade sera incapable de regarder de haut en bas. Maintenant, quand il y a après ça, on vient au niveau du tronc cérébral. Le mésencéphale, on a le pont et le bulbe rachidien. Regardez, la forme ici, on a la loi de ce qu'on appelle 1-2-1. C'est-à-dire que le gros ventre du pont doit à peu près être égal au mètre mésencéphale quand on l'additionne avec le pont. On le met à l'intérieur ici. Ça doit être similaire. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, notre tronc cérébral perd son gros ventre, c'est anormal. Souvent, ça vient avec l'atrophie du cervelet. Si, par exemple, le tronc paraît beaucoup plus proéminent que les deux ici, c'est anormal aussi. Maintenant, quand on finit la face antérieure, ça, c'est le col mammaire, c'est en intérieur, il faut connaître ça, parce qu'il y a des amartomes qui peuvent venir juste devant ici. Il faut le savoir. Ce qui donne l'épilepsie, j'ai oublié le nom de l'épilepsie en français, ou le crise d'épilepsie ne fait que, c'est traduit cliniquement par le malade qui ne fait que rire. Je vais trouver le nom lors des discussions, je vais dire ça. Donc, souvent, ça vient avec les amartomes d'ici. Ne pas confondre le corps mammaire ici avec les amartomes. Maintenant, quand vous allez en postérieur, le dos du tronc cérébral doit être une ligne droite. On ne peut pas avoir un tronc cérébral en Z, peu importe l'âge de l'enfant. Ici, en postérieur, ça doit être une ligne droite. Et l'angle formé par les dos du tronc cérébral et la partie antérieure du cervelet, cet angle-ci ne doit pas être au-delà de 8 degrés. Quand vous travaillez sous PAX, vous devez être à mesure de les différencier. L'angle formé par ici, ça doit pas être plus de 8 degrés. Quand je vais parler de malformation de la fosse postérieure, on va voir en quoi ça va nous servir cet angle-là. Après ça, on passe au cervelet. Au niveau des cervelets, et puis pour les troncs, regardez les cluvus ici, les troncs, il y a un espace entre les cluvus et les ponts. C'est là où part l'artère basilaire, à ce niveau-là. Si c'est trop antérieur, ça va comprimer. Il faut le savoir. Et quand vous êtes sur la coupe sagittale, toujours comme en image en 3D, il faut être sûr qu'en bas ici, il n'y a pas de lignes, il n'y a pas de fibres qui passent là, ce qu'on appelle les membranes de l'héliquès. Ça, c'est juste trop poussé, mais juste pour donner un exemple. Pourquoi? Parce que si on doit faire si on doit perforer ici, ce qu'on appelle ETV, endoscopic third ventriculostomie, en cas de masse ou bien d'une lésion qui comprime l'aqueduc des sulcus, on vient perforer ici, donc on entre par en haut, on descend, on perfore ici, on fait que le liquide céphalorachidien, au lieu de passer par derrière, ça doit passer par antérieur. Mais là, ça suppose que devant le mésencéphalome ici, il n'y a rien qui bloque, il n'y a pas de membrane qu'on appelle les membranes de l'héliquès. Une parenthèse que je ferme. Maintenant, en postérieur, ça c'est notre cervelet. On est vraiment sur la ligne médiane. Et ça aura l'image similaire à l'échographie,
sauf le cervelet est toujours en hyper écogénicité à l'écho. On va revenir sur ça. Maintenant, comment savoir que le cervelet est bien formé? Parce que la plupart des malformations de la fosse postérieure, leur nom ou bien leur sévérité vont dépendre du fait que le cervelet est bien formé, oui ou non. Vous avez deux références pour être sûr, que ce soit à l'échographie ou bien à l'IRM fœtal ou à l'IRM postnatal. Il faut d'abord regarder ici ce qu'on appelle les fastigiums. C'est comment? La partie dorsale du quatrième ventricule. Ça doit être très pointu. En d'autres termes, si c'était en métal, on te met ça sur la peau, tu dois te blesser. L'angle doit être aigu. Et il faut que la première fissure, le sillon primaire ici, soit visible. Et les deux landmarks, comme on dit, les deux repères sont déjà présents à partir des 17e semaine de grossesse. Donc, quand on fait les échographies du deuxième trimestre pour regarder l'anatomie de l'enfant, ces structures doivent déjà être là. Si elles ne sont pas là, on est déjà dans une possibilité d'avoir une malformation. Si les structures sont là et sont bien formées, vous savez qu'à plus de 80% des cas, votre cervelet, le vermis, est bien formé. Maintenant, revenons à l'hypophyse. Ici, il y a un secret. L'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure ne viennent pas du même endroit. Pourquoi? Ça, c'est le schéma qui le montre. La partie postérieure vient d'en haut, de ce qu'on appelle le diencéphalon. Ça vient d'en haut, comme on peut le voir ici. Regardez comment ça vient se poster derrière cette partie, par rapport à cette partie. La partie antérieure, ça vient de ce qu'on appelle stomadéum. Ça vient au fait de la bouche. Dans la période fœtale, ça se forme en bas ici et ça va migrer de la cavité oropharyngienne. Ça passe par ici, on appelle le canal crânio-pharyngien et puis ça monte jusqu'à l'endroit dans le cercle tussique, là on le voit. Alors que l'infundibulum et la partie postérieure qui est brun, ça vient de diencéphalon d'en haut et ça descend. Pourquoi ceci est important? Parce qu'à cas d'ectopie, quand on ne sait pas les voir à l'endroit indiqué, il faut aller les rechercher là où ça passe. C'est comme pour les seins, comme on sait les malformations des seins, j'ai oublié les noms en français, il y a un axe où on doit aller les chercher. En commençant par presque au niveau des clavicules, vous descendez en bas avec l'abdomen. De même pour le thymus, on sait les trajectoires. Donc, tous ces organes-là, quand ils sont mal formés, il faut savoir les trajectoires et aller les repérer. Là, c'est quand c'est mal formé. Ou alors, quand vous examinez ces régions-là, que vous ne les confondiez pas aux masses malignes qui seraient en dehors. On va montrer ici, on trouve que la partie antérieure, c'est ce qui est en violet ici. On voit que ça venait d'en bas et ça, c'est le canal crânio-pharyngien. Ça, c'est la bouche ici. Alors que la partie ici, ça vient d'en haut. Et nous avons parlé de la circulation porte qui commence ici et ça descend. Et c'est à 70% au moins la circulation qui nourrit l'hypophyse antérieure. Ce qui fait que quand il y a ectopie de l'hypophyse postérieure, ces patients vont présenter les symptômes de l'hypophyse antérieure. Souvent, c'est l'hormone de croissance qui va être le premier signal. Ce sont les enfants qui auront une petite taille. On va revenir à ça. Ça, c'est un exemple. Comme on dit, à toute règle, il y a une exception. Ça, c'est la période néonatale. Regardez la grande petite aire. Nous avons dit que normalement, on doit avoir la partie qui doit être en hypersignal, c'est seulement la partie postérieure. La partie antérieure ne doit pas l'être. Mais regardez ici, tout est en blanc. Pourquoi? Parce que quand l'enfant vient de naître, il est encore sous l'influence hormonale de la maman avec un taux élevé de l'oxytocine. Toute la glande est perfusée de l'oxytocine. Voilà pourquoi il y a cet hypersignal qui occupe toute la glande sans que ça soit anormal. Et après la première, la deux, trois, voire le premier mois de vie, c'est à ce moment-là que nous revenons à la forme que nous connaissons ici, où c'est seulement la partie postérieure, où l'oxytocine et l'ADH vont être logés. De même, quand l'enfant est très déshydraté, il perd beaucoup d'hormones de ADH, l'hormone antidiurétique, et juste pour conserver de l'eau, et cet hypersignal en T1 va disparaître. Un instant. Désolé, il y a un appel de l'hôpital.
Yes? Who's calling? Yeah, can you connect me to them? Hello? Yes. Okay, I'm in the middle of the presentation now. Can I talk to you later on? Is it that urgent or can wait? Can we review tomorrow? Yeah, yes. After 5, you can page doctors here. You will do that, okay? Yeah. Good, thanks. Désolé, je suis en plein service, donc j'ai combine. Donc, j'étais là pour dire que normalement, le T1 ici, ça a une traduction hormonale. Quand vous regardez, vous lisez la littérature, certains auteurs pensent que le signal élevé en T1 est dû au fait qu'il y a beaucoup de lipides en postérieur, mais les variations qu'on trouve de manière physiologique prouvent beaucoup plus que les changements sont liés à l'activité ou bien à la quantité d'hormones qu'on trouve dans la glande. Donc, nous avons parlé de cette variable normale. Il ne faut pas appeler ça anormal. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'hyperplasie de l'hypophyse. C'est quoi l'hyperplasie? Par exemple, dans ces cas ici, on trouve que la glande est très bombée, surtout quand il y a cette convexité vers le haut. Souvent, on les trouve chez les filles en période de puberté. Entre 13 et 17 ans, leur hypophyse sera beaucoup plus prominente. Normalement, de manière aléatoire, on dit que l'auteur de 10 mm ou bien de 1 cm, si on peut aller en centimètre, c'est normal. Mais il y a des cas comme ceci. C'est tellement proéminent qu'on risque de penser qu'on est en face de macroadénome. Non, c'est toujours normal. Et comment différencier si c'était le macroadénome ou non? On fait ce qu'on appelle une étude dynamique après injection de produits de contraste. Qu'est-ce qui va arriver? La glande, comme elle est très vascularisée, va rehausser rapidement et l'adénome va rehausser en retard. C'est-à-dire au début, il y aura non-rehaussement de l'adénome et à la fin de la phase dynamique, et la glande et l'adénome vont rehausser. Donc, quand de manière homogène et totale, la glande rehausse comme ça, même si c'est bombé, regardez l'âge du malade et demandez une corrélation avec la fonction endocrinienne pour dire s'il y a l'adénome ou pas. Maintenant, quand l'hypophyse est anormale, ça peut être une anomalie liée à la localisation, au nombre ou à la taille. Passons rapidement à l'anomalie des localisations. Regardez ce que nous avons ici. Nous avons dit que normalement, l'adénohypophyse doit être du même signal que le cerveau, mais l'hypophyse possédée doit être très hypercinétique, très blanc. Regardez, au lieu d'être ici, c'est élevé ici. Ce qu'on appelle post-hypophyse ectopie. C'est une anomalie. Et souvent, parce que ce n'est pas bien descendu de la circulation porte, la nourriture qui vient de l'hypothalamus ne peut pas atteindre l'hypophyse antérieure et ces enfants vont présenter un déficit en hormones de croissance, voire ce qu'on appelle le panhypopituitarisme, c'est-à-dire que tous les hormones de l'hypophyse antérieure sont en quantité insuffisante. Ils vont présenter ce trouble-là. Et c'est une anomalie qu'on retrouve dans ce qu'on appelle une dysplasie septo-optique, à titre exemple. Normalement, ça, c'est comme ça qu'il devait être. Le tissu de couleur blanche ici, ou en hypersignal, ne devait pas être au niveau de reflux infundibulaire, ça devait être en bas ici. Maintenant, par moment, on a ce qu'on appelle une duplication de l'hypophyse. Au lieu d'avoir une seule hypophyse, on en a deux, de part et d'autre. Et vous regardez l'image, l'hypersignal de neurohypophyse, on l'a de deux côtés. Et il y aura des tiges pituitaires de deux côtés aussi. Mais cette anomalie souvent est associée aux autres anomalies de la face. Par exemple, bec de lièvre, toutes ces anomalies que nous voyons sur la ligne médiane de la face. Du coup, la plupart, sur le plan clinique, la gravité des symptômes ne sera pas liée à ça, sera liée, par exemple, aux autres anomalies de la ligne médiane. Par exemple, fente palatine, atrésie du Coran, masse ectopique, adénohypophysaire ou bien des amartomes.
Et les traitements, ça passe par les traitements des autres malformations, mais pas de ça. Ça, c'est un autre exemple. Comme on voit, normalement, on doit avoir des tiges comme ça et pas deux de part et d'autre. Ça, c'est un autre cas où on a une duplication. On voit, à la place d'avoir une seule glande pituitaire, bien l'hypophyse, on en a deux de part et d'autre. Et on voit deux tiges ici. Et comme anomalie associée, ici, on voit par exemple au niveau de mésencéphale, au lieu d'avoir deux pédoncules du cerveau, on en a maintenant trois. Et on peut avoir des encéphalocèles. Il y a cette connexion, le clivus n'est pas bien formé, il y a comme un canal et le contenu du cerveau peut traverser et venir juste au niveau de l'oropharynx. Comment normalement ça doit être? C'est comme ça. Souvenez-vous, j'ai dit que notre tige pituitaire doit rester sur la ligne médiane de part et d'autre. Quand ça dévie un peu, il y a forte chance qu'il y ait une masse ici qui est en train de pousser. Et comment le mésencéphale doit se présenter, c'est comme ça. On a seulement deux pédoncules de cerveau. On n'en a pas trois comme on le voit ici. Donc, quand vous avez une duplication de l'hypophyse, il faut toujours chercher s'il n'y a pas d'autres éléments sur la ligne médiane. Maintenant, on revient sur les corps calés. J'avais déjà expliqué comment est-ce que ça se forme. Nous avons la partie antérieure, la partie postérieure. Avant 8 ans, c'est la partie antérieure qui se forme vite. Après 8 ans, c'est cette masse ici qui se différencie. Donc, si vous avez, par exemple, ici, on nous montre les enfants de différents âges. Enfants en termes, regardez les corps calés. C'est très petit, mais petit de manière uniforme. Ça respecte presque les proportions qu'on a ici. On trouve que les génus, c'est un peu plus gros. Les splénons n'est pas encore très gros parce qu'on a dit que c'est à 8 ans que ça commence à se différencier. Regardez, à 8 ans, on trouve que le génu est beaucoup plus gros, mais en postérieur, le sélénium n'est pas encore aussi bien développé, sans que ça soit anormal. Parce qu'on sait que ça va développer au fil du temps. Maintenant, quand c'est anormal, on peut avoir plusieurs formes. Nous avons vu le normal, comment ça va être. Quand c'est anormal, ça peut être comme ça. Ça, c'est les corps calés normal. Quand c'est anormal, ça peut être une hypoplasie alors totale. Regardez les genoux et les spléniums, on ne sait pas les différencier comparé à notre tronc ici. Et même l'atrophie que j'avais dit ici, physiologique, on ne voit pas. Tout est petit de manière généralisée. On peut avoir une atrophie qui n'implique que la partie postérieure. Tout comme on peut le voir, juste une petite quantité ici. C'est seulement le genou ici qui est formé et la partie postérieure n'est pas formée. Comme on le voit ici, c'est presque la partie antérieure du corps qui est formée. Tout ce qui est postérieur, tout ce qui est antérieur, on ne voit pas. Tout comme ici, d'ailleurs, on le voit, c'est comme si c'était un peu découpé. Là, on voit, c'est comme s'il y avait une sorte de kinking, comme on dit. Je ne sais pas en français comment on appelle ça encore. Ou bien ça peut manquer totalement. Et quand ça manque totalement, tous les sillons du cerveau vont venir converger au niveau du troisième ventricule. Tout comme ça peut manquer seulement en postérieur. Et ça, c'est une étude qui a été faite à l'Université de Columbia. Ils ont, dans leur étude, parce qu'ils ont revu les cas dans leur institution pendant 20 ans, mais il manquait ce cas ici, qui est quand même très courant. Lorsqu'il y a une hypoplasie du corps calleux, souvent ça s'accompagne de ces lipomes ici, comme on le voit ici. Et souvent, les malades restent asymptomatiques. Et quand on regarde ces gens sur le plan axial, qu'est-ce qu'on remarque? On trouve qu'il y a ce qu'on appelle le racing car. C'est comme les voitures de course. Normalement, les ventricules latéraux ne doivent pas être parallèles comme on le voit ici et bombés en postérieur. Non. Par exemple, comme on le voit dans cette image codée, on trouve que les fibres ici, normalement, devaient traverser de gauche à droite pour former des corps calés. Quand ça ne traverse pas comme dans cette image codée, ce qu'on appelle des faisceaux de bronze. Et ces malades, souvent, et beaucoup de ces malades, vont avoir des épilepsies. Maintenant, quand on a une dysgénésie isolée, souvent les malades sont asymptomatiques. Mais les anomalies du corps calé sont très fréquemment trouvées dans la trisomie 21 et puis dans la malformation de Dandy-Walker. On va en parler. Et puis, le tableau clinique sera dicté par les autres anomalies associées. Maintenant, parce que nous sommes sur la ligne médiane, pourquoi ne pas vider le tout en parlant de syndromes qui peuvent inclure beaucoup de malformations? Par exemple, dans ces cas ici, ce qu'on appelle la dysplasie septo-optique. Sur le plan littérature, bon, c'est une définition qui a évolué.
il y en a qui pensent que l'absence de septum pellucidum, excusez, la membrane qui sépare les ventricules latéraux gauche et droite à l'intérieur, quand ça manque, ils pensent que c'est suffisant. On a affaire à la dysplasie septoptique, excusez. Alors que d'autres pensent qu'il faut ajouter aussi une atrophie du nerf optique, comme on le voit ici sous la coupe coronale. On voit qu'à droite, le nerf est très petit et à gauche, le nerf, c'est ce qui est par en noir. Ce qui est autour des nerfs, c'est le liquide céphalo-rachidien. Et on va voir que ces liquides céphalo-rachidiens communiquent avec les autres liquides céphalo-rachidiens. Voilà pourquoi quand il y a une augmentation de la pression intracrânienne, cet espace ici sera aussi élargi. Et juste un clin d'œil, pendant qu'on reste sur la coupe coronale, quand on est trop antérieur, on voit le bulbe olfactif ici et on voit une bonne différenciation des sillons et de gyri ici du cerveau. Parce que je vais parler d'un autre syndrome où tout ça, ça va disparaître. Maintenant, ça c'est normalement, et ça c'est toujours dans le dysplasie septoptique. Regardez, j'avais dit que le fornice devait se connecter ici, là où il y a la jonction entre le tiers postérieur et le deux tiers antérieur. Quand votre fornice est trop en bas ici, sachez que vous avez affaire à la dysplasie septoptique. Ça, ce sont des signes indirects. Et puis, quand il y a une image pointue comme ça sur la coupe coronale, et on ne voit pas les septum pellucidum, vous savez que vous avez affaire à ce syndrome qu'on appelle dysplasie septoptique. Normalement, c'est comme ça que ça doit être. Regardez le fornix, comment ça vient s'attacher, et regardez comment c'est en bas ici. Et ici, ça, c'est le septum pellucidum qui sépare les cornes antérieures des ventricules latéraux des deux côtés, alors qu'ici, nous perdons ce membrane. Et ça peut être isolé comme syndrome, dysplasie septoptique, mais on peut le trouver aussi dans d'autres malformations, comme dans les polymicrogéries, là où il y a, je vais parler de ça, ou bien la schizencéphalie, là, il y a une sorte de fissure au niveau des hémisphères, on va en parler. Maintenant, je check les temps, on est encore dans les bons, on va aller un peu vite. Ça, c'est le syndrome de Coleman. Quand je parlais du cerveau, je vous ai parlé, je vais montrer dans l'autre cas, comment est-ce que normalement, on a des sillons et les bulbes olfactifs ici. Pour ces malades ici, cette partie est non différenciée. C'est comme si tout était fermé. Il n'y a pas de sillons, il n'y a pas de différenciation des différents sillons comme on le voit ici. Et quand on vient à l'intérieur ici, le bulbe rachidien, ça manque. Et sur le plan clinique, ces malades viennent avec une anosmie, ils ne sentent rien. Et comme on peut le voir ici, ils peuvent avoir une puberté retardée. Pourquoi puberté retardée? Parce que comme on est sous la ligne médiane, souvenez-vous, les malformations, le diable se cache dans les détails, les malformations sur la ligne médiane. Ici, c'est une malformation de la ligne médiane. Ça va souvent s'accompagner d'une malformation de l'hypophyse où l'hypophyse postérieure n'est pas descendue et ça reste bloqué. Donc, la circulation porte ne fonctionne pas, d'où les hormones de croissance et puis les autres hormones thyroïdiennes et autres ne sont pas bien produites et puis l'enfant aura la puberté retardée. Donc, ici, c'est la physiologie. Maintenant, aller dans les hémisphères. Là, j'ai fini les parties les plus difficiles parce que ce sont les choses que nous discutons peu pendant les undergraduates. Ici, ce sont les choses que nous avons déjà vues. On peut aller rapidement vite. Avant d'aller très loin, je vais présenter ces 4 images ici. Il y en a qui sont normales, il y en a qui sont anormales. Comment ils sont anormales? Ici, chez l'enfant nouveau-né, on voit que l'espace extra-crânien, extra-cérébral, ce qu'on appelle extra-axial, c'est très prominent. Et on trouve que les ventricules aussi sont proéminents. Ça, c'est ce qu'on appelle élargissement bénin de l'espace sous-arachnoïdien des nourrissons. Ça, c'est une variante de la normale. Souvent, quand vous avez c'est souvent un enfant garçon né de la famille et le père a une grosse tête. Donc, quand vous voyez ça et que vous ne savez pas différencier, sortez seulement chercher le papa, vous verrez c'est une grosse tête. Et à côté, je montre une atrophie cérébrale. L'enfant a également une certaine proéminence ou l'élargissement des espaces du liquide céphalo-rachidien et les ventricules sont proéminents. Maintenant, comment différencier les deux ici? Par moment, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir la circonférence du crâne et aller dans les abacs pour voir si ça tombe entre le 5e et le 95e percentile. Si le crâne est gros, c'est-à-dire que ça mesure au-dessus du 95e percentile, ça veut dire que nous avons probablement affaire à l'élargissement bénin de l'espace sous-arachnoïdien.
c'est-à-dire que le cerveau est normal, mais c'est l'emballage qui est trop grand et la nature ayant horreur du vide, c'est comblé par les liquides. Mais si notre circonférence reste normale, mais il y a cette proéminence ou cette hypervisibilité des espaces du liquide céphalorachidien, y compris les ventricules et les sillons, là, nous avons affaire à l'atrophie cérébrale. Parce que cet espace ici, pour un crâne normal, l'espace ici ne peut se développer qu'au dépend de l'émincement ou bien de l'atrophie du cerveau. Donc, si voilà pourquoi quand on fait des scanners du cerveau de l'enfant, demandez toujours qu'on donne la circonférence du crâne. Et en bas ici, ça c'est le cerveau normal. Comme on peut le voir, les espaces de liquide céphalorachidien sont peu visibles et les ventricules sont moins dilatés. Et l'autre bête à considérer, c'est quand on a les hématomes extraduraux des deux côtés. Ça peut arriver ou ça cause une certaine compression ici. Maintenant, comment différencier l'hématome extraduraux par rapport à un élargissement bénin des espaces sous-arachnoïdiens? Ça, c'est la question d'examen à tout niveau. D'abord, cet élargissement bénin, ça implique souvent la partie frontotemporale. C'est rare de le voir en postérieur au niveau pariétal ou bien occipital. Et des deux, ici, quand il y a un élargissement bénin, vous avez les veines corticales qui traversent les liquides céphalorachidien pour dire que c'est un espace normal. Alors que quand vous avez l'hématome, vous n'avez plus ces veines ici. Et puis souvent, ça va jusqu'en postérieur et ça n'intéresse pas seulement la partie frontotemporale. Des deux, cet enfant ici sera asymptomatique et ici, il y aura une histoire, soit de l'enfant abusé, Shaking syndrome, ou bien on le trouve aussi dans certaines, par exemple, de GTA, une anomalie de métabolisme de l'acide nucléotarique de type A1. Ça, c'est aussi dans les maladies métaboliques. Je ne vais pas aller en profondeur. Mais sachez que quand vous avez des espaces extra-duraux très prominents comme ça, il faut faire le différentiel avec le cerveau normal. Maintenant, quand les hémisphères sont anormaux, la première anomalie, ça peut être des anomalies de fusion. C'est-à-dire que les deux hémisphères ne sont pas séparés. Ce qu'on appelle holoprosencéphalie. Et ici, c'est un spectre. Ça va de presque bien différencié jusqu'à totalement non différencié. Et la forme sévère, ce qu'on appelle holoprosencéphalie à l'Aubert, le pancake. C'est lorsqu'on ne peut pas séparer les deux hémisphères. Souvent, c'est qu'on a juste un seul ventricule qui communique avec un gros cyste en postérieur comme ça. Le forme des semi-lobaires, on pense qu'il y a quand même une certaine fissure ici, mais plus de 50% de la partie antérieure de la ligne médiane reste fusionnée. Dans les lobaires, tout paraît bien différencié, mais les parties basales, les noyaux gris centraux restent fermés. Maintenant, ce diagnostic doit être posé in utero lorsqu'on fait l'échographie de 20e semaine. Pourquoi? Parce que en Europe, par exemple, ou en Occident, le temps pour faire une interruption volontaire de la grossesse, il y a des juridictions qui fixent ça à 24 semaines de grossesse. Donc, si vous dites à cette famille que votre enfant il a telle malformation, ils peuvent décider d'arrêter la grossesse sans qu'il y ait toute paperasse pour avoir l'autorisation au niveau de l'hôpital ou bien au niveau de la juridiction. Alors que si vous ratez ça, l'enfant, il peut naître et il sera. Il y aura des mauvaises épilepsies et d'autres malformations. Voilà pourquoi, quand on fait l'échographie fétale, il faut être sûr que vous voyez ce qu'on appelle les cavums septo-optiques. Si à l'échographie du 20e trimestre de l'anatomie, on ne sait pas voir ces boxes ici, c'est une indication de l'IRM fétal. Parce que dans les 3 sous-types ici, dans aucun vous allez trouver, dans presque, quand vous avez ça, vous avez plus de chances qu'il n'y ait pas de holoprosencéphalie. Quand vous ne savez pas le voir, c'est une raison pour revoir la dame, peut-être si c'était dû à la position du fœtus, ou alors indiquer l'IRM fétal pour réexaminer la tête, parce que ça s'accompagne avec beaucoup d'autres anomalies. Souvenez-vous, c'est une structure qui est sur la ligne médiane. Les malformations s'accompagneront des éléments sur la ligne médiane. Après ça, on va parler du spectre lysencéphalie pachygyrie. Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que normalement, la constitution que nous avons ici, où d'un côté, nous avons la substance blanche et de l'autre côté, on a la substance grise, ça vient du fait que cette substance grise ici s'est formée sur ce qu'on appelle le germinal matrice germinale qui est sous la paroi des ventricules latérales, des ventricules latéraux plutôt. Et puis de là, ils vont commencer à migrer jusqu'à aller en périphérie du cerveau. Maintenant, quand il y a une anomalie de migration, soit ça n'a pas migré du tout, on vient les trouver juste au niveau des parois des ventricules latéraux. Ce qu'on appelle le subépendymale hétérotopique grématé. Donc, la substance grise qui est au niveau de sous-épendymètre, si on peut dire comme ça en français, je ne sais pas, mais ça reste là. Ou alors ça migre, mais ça se fatigue en cours de chemin, ça s'arrête là, comme on le voit ici. On a la membrane ici, il y a une partie qui a bien migré jusqu'à la fin, et cette bande ici, ce qu'on appelle hétérotopie en bande, c'est la substance grise qui n'a pas pu arriver en fond. Voilà pourquoi on a la substance blanche ici, on a la substance grise, il y a la substance blanche et la substance grise en périphérie. Pourquoi cette partie-ci n'est pas arrivée jusqu'à la fin? Maintenant, ça peut que ça arrive jusqu'à la fin, mais au niveau de la différenciation, pour que ça soit une structure de haute fonctionnalité, ça fait défaut. Là, on peut arriver à ce qu'on appelle agyrie. C'est-à-dire que les sillons que nous voyons normalement chez l'enfant, comme ici, ne se forment pas. C'est ce qu'on appelle agyrie. Ou bien ce qu'on appelle pachygyrie. Ça se forme, non seulement les sillons ne se forment pas, mais c'est très épais ici. Et tous ces malades vont se présenter avec des épilepsies difficiles à contrôler sur le plan thérapeutique. Maintenant, parmi les choses qui peuvent faire que cette migration n'est pas liée en bonne forme, c'est les infections avec les syndromes torches, surtout les cytomégalovirus et les toxos. Cytomégalovirus en torche. Vous allez voir, non seulement qu'il n'y a pas de migration, il y a aussi des lésions lytiques, comme la schizencéphalie, je vais montrer. Et actuellement, on parle des Zika. L'infection qui a sévi au Brésil, c'est parmi des lésions qui vont faire que cette migration, qui est ce qu'on appelle une anomalie de migration. Donc ici, agyrie, pachygyrie, il y en a qui pensent que ce sont des diagnostics en soi, il y en a qui pensent que ce sont des éléments de description. On ne va pas dans ces détails-là. C'est pourquoi j'ai appelé ça spectre lysencéphalie, pachygyrie. Lysencéphalie, on voit le mot lisse, ça veut dire que le cerveau, c'est très lisse, on n'a pas de sillon ici. C'est-à-dire que si je me mets là-bas, je vais tomber mal jusqu'en bas, alors qu'ici, je vais être bloqué ici, bloqué là, parce qu'il y a des sillons. Maintenant, sur la substance blanche, il y a ce qu'on appelle la myélinisation. C'est-à-dire que vous avez, dans le cours de neuroanatomie, on nous a parlé de la gaine de myéline qui permet que l'influx qui est généré à partir des synapses puisse aller très vite à travers le nerf. Maintenant, cette myéline, cette gaine-là, avec le nœud de Ranvier, est faite de substances lipidiques. Et comme nous sommes à l'IRM, le T1, les lipides seront très blancs, comme on le voit ici. Voilà pourquoi au finish, quand la myéline est bien formée, la substance blanche en T1 sera de couleur blanche. Alors que, comme la nature aurait du vide, tant qu'il n'y a pas encore de myéline, cet espace-ci est occupé par l'eau. Voilà pourquoi, en T2, cet espace ici sera à couleur blanche lorsque la myélinisation ne se fait pas bien. Maintenant, quand on fait le compte rendu de l'IRM de la tête de l'enfant, avant 3 ans, on doit dire un mot sur la qualité de la myéline. Et cette myélinisation se fait comment? C'est fait de la partie inférieure vers la partie supérieure. Pourquoi? Parce que la moelle qui gère les membres et les troncs cérébrales qui gèrent les fonctions supérieures doivent être fonctionnelles dès la naissance. Ces structures-là seront de couleur blanche. Et quand on est au centre, ça va aller de la partie, quand on est au niveau de cortex primaire, ça va aller de la partie médiane en périphérie. Et quand on est sur le couple axial, on va aller de la partie postérieure va se myéliniser avant que la partie antérieure. Comme dans ce cas ici, regardez en postérieur, c'est déjà très blanc, alors qu'ici, c'est encore flou. Ça, c'est normal. Quand je vois ici, je suis autour des 6e ou 7e mois. Les gens pensent qu'à 7 mois, tout doit être blanc. Mais comme il y a toujours des variations physiologiques, on peut aller jusqu'à 12 mois. Voilà pourquoi on dit T1 avant
1 mois, avant 1 année. Et en T2 maintenant, on évalue le même phénomène, mais de manière différente. Parce que T2 est très sensible en liquide. Voilà pourquoi on évalue la perte de liquide qui va apparaître. Quand l'enfant naît, tout sera blanc comme ici, partout là. Plus l'enfant grandit, ça va se noircir. Donc, ce noircissement est beaucoup plus sensible comme indicateur, comme surrogate de la mélanisation que le T1 après 1 année. Mais avant 1 année, c'est le T1 qui est beaucoup plus sensible. Voilà pourquoi la règle du G, ce qu'on appelle rule of thumb, c'est que l'évaluation de la myéline se fait en T1 avant le premier anniversaire, en T2 jusqu'à 2 ans et en flair à 3 ans. Et voilà pourquoi ça ne sert à rien d'obtenir des séquences flair chez un enfant de moins de 2 ans parce que le manque de myéline va impacter sur comment vous allez voir des lésions. Maintenant, ça c'est un exemple. Regardez, cet enfant a 8 ans. Nous sommes en T1. Normalement, partout ici, ça devait être blanc comme ceci. Ce n'est pas blanc. Regardez en T2. On a dit qu'en T2, tout devait déjà se noircir à 2 ans. Mais ici, à 8 ans, on a encore de l'eau. Ce qu'on appelle une hypomyélinisation. Et quand on a une hypomyélinisation, ça c'est juste la porte d'entrée. Il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent être là. Là, je donne seulement à titre indicatif. On va revenir sur l'hypomyélinisation quand on sera très avancé avec les basiques. Et là, il y a beaucoup de densité différentielles. Par exemple, le syndrome de 4H. Hypomyélinisation avec hypogonadisme, hypogonadotrope et hypodensie. Ça, on va revenir après. Donc ici, s'il faut retenir, après 12 ans, toute la substance blanche doit être de couleur blanche. Et après, à la fin de la 2e année, la substance blanche en T2 doit être noire. C'est l'information à retenir. Oubliez tout ce que j'ai mis ici. Maintenant, on peut avoir d'autres anomalies. Par exemple, ce qu'on appelle la schizencéphalie. Ça veut dire qu'il y a comme une sorte de fissure où il y a une communication entre les liquides céphalorachidien et le ventricule. Maintenant, quand il y a cette fissure, on appelle ça schizencéphalie si les parois de la fissure sont faites de substances grises, comme on le voit ici. Quand il n'y a pas de substances grises, et quand les parois est faite de substances blanches, là on appelle ça poroencéphalie. Souvent, ce sont des lésions séquelaires d'une, je ne sais pas, d'un AVC ou bien c'est un trou qui a été créé, soit par un incident lors de l'organogénèse ou alors après la naissance. Mais quand c'est schizencéphalie, il y a cette communication. Et parmi les indicateurs, il y a une forme pointue de ventricule qui donne vers cette fente. On peut avoir une hémimégaloencéphalie, c'est-à-dire qu'un hémisphère se développe mieux et rapidement que l'autre hémisphère. Comme on le voit ici, on est à T2, mais ici, c'est devenu déjà noir, comme on le verrait chez un enfant d'au moins 2 ans, alors que de l'autre côté, ça reste blanc. L'eau est encore là, comme on le verrait chez un enfant de 7 mois, de 3 mois, 4 mois. Ça veut dire que j'ai 2 hémisphères d'âge différents chez un même enfant, ce qu'on appelle une hémimégaloencéphalie. Et souvent, c'est accompagné des épilepsies difficiles à contrôler avec les médicaments. On peut avoir ce qu'on appelle une polymicrogérée, comme on le voit ici, c'est-à-dire que la migration de la substance grise, c'est bien fait, mais quand ça arrive au niveau de la différenciation, ça se fait mal. Voilà pourquoi on a beaucoup plus de sillons et sont tellement petits que ça vous donne cet aspect ici, ce qu'on appelle polymicrogérée. Et souvent, c'est une cause d'épilepsie aussi. Maintenant, pendant 5 minutes, on va parler de la fosse postérieure pour terminer, aller dans des questions. La fosse postérieure, comme je l'ai dit, ça doit être comme celle-ci. Le tronc cérébral, on a parlé 1, 2, 1. L'angle formé par les dos doit être ligne droite. L'angle formé par la ligne qui passe en face antérieure du cervelet ou du vermis et le dos de notre tronc cérébral doit être au-delà de 8 degrés. Ça peut être une anomalie. Regardez cet enfant ici. Regardez la partie dorsale du tronc cérébral. On a fait presque la forme en Z. Et quand c'est en forme en Z, souvent on trouve ça dans ce qu'on appelle de CMD, c'est encore quoi? Congénital muscular dystrophie musculaire congénitale. Souvent, ça vient avec ça.
L'important, ce n'est pas de retenir les syndromes qui forment ça, mais de reconnaître que quand c'est en Z, c'est plus normal. Ça sera le début déjà de la réponse. Maintenant, on peut avoir, normalement, l'hémisphère gauche et droite du cervelet doit être distinct, comme on le voit ici, mais on peut avoir ce qu'on appelle rhombancéphalosynapse, c'est-à-dire les deux hémisphères sont connectés, ça ne se sépare pas. Et là, on les trouve dans les syndromes de Vater, qu'on a étudié tous à l'école, mais on peut le voir aussi dans d'autres syndromes comme Gomez, Lopez, Hernandez. À titre indicatif, pas besoin de retenir ça. Maintenant, quand on est dans la fosse postérieure, il y a des malformations qu'on peut avoir ça. Ce qu'on appelle malformation des Dandy, ça peut être bien constitué ou bien ça peut être dans le spectre. On peut avoir la persistance de la poche de Black, comme on le voit ici. On peut avoir mégacystème magna, tout comme on peut avoir un kyste arachnoïdien. Maintenant, comme je l'ai dit, la clé pour différencier toutes ces lésions, c'est pour voir vrai ou faux, notre vermix est bien formé. Regardez ici, j'ai dit qu'on avait deux indicateurs. On avait le fastidium et là, le sillon primaire. Les deux ne se voient pas pour ces cas ici. Et puis en plus, il y a tout ce qui est en noir ici, c'est le liquide céphalorachidien. C'est très bombé avec notre vermis qui est hypoplasique. Quand vous avez ça, c'est ce qu'on appelle la malformation de Dandy Walker, comme on le voit ici. Regardez le fastidium, on ne le voit pas. Ce n'est pas très pointu. On a dit que ça devait être pointu. Si ça vous touche, si c'était en métal et que ça vous touche sur la peau, vous devez vous blesser. Ça ne va rien faire. Ça va vous caresser. Et le sillon primaire n'est pas très bien visible. Ça, c'est le Dandy Walker. Mais on peut avoir d'autres variantes. Maintenant, ici, dans ce qu'on appelle le kyste de Black Posh, tout ce qu'on a, il y a l'angle entre le dos de votre tronc cérébral est beaucoup plus ouvert, à telle enseigne qu'il y a une communication entre le quatrième ventricule et l'espace rétrovermère, sous le vermix. Ça, c'est l'anomalie. Et normalement, il y a une membrane qui bloque ici. Ça empêche le liquide céphalorachidien de circuler. Et comme traitement, on doit perforer ici. On peut avoir ce qu'on appelle mégacystème magna. Tout enfant de moins de 2 ans que vous allez scanner aura une de deux lésions ici. Mégacystème magna, ça veut dire que l'espace derrière votre vermis est proéminent sans que ça n'exerce, sans que ce liquide céphalorachidien n'exerce un effet de masse sur le vermis. Alors que le kyste arachnoïdien, comme c'est un kyste, ça va comprimer le vermis comme on le voit ici. C'est la seule façon de différencier les deux. Ça, c'est une lésion normale, c'est une variante de la normale, n'est pas y toucher. Et ici, c'est une anomalie. Le patient peut présenter des troubles d'équilibre et les autres, et des troubles de marche. Un exemple pour illustrer ceci avant de finir. Ça, c'est le cerveau normal. Regardez, notre vermix est bien formé. Je vois le fastigium et le sillon primaire est visible. Ici, c'est ce qu'on appelle les kystes de la poche de Black. On voit, regardez ici, c'est bien formé. Regarde même le pont ici. Le ventre n'est pas très bombé. Il y a comme la règle de 1, 2, 3 n'est pas très bien respectée. Donc, il y a un élément d'anomalie au niveau du tronc cérébral, mais aussi ces kystes qui communiquent avec le quatrième ventricule. Pourquoi? Parce que notre cervelet est poussé comme ça et l'angle ici mesure plus de 8 degrés. Ici, c'est le mégacystème magna. Si je ne regardais pas en postérieur ici, je vais dire que tout ici est bien formé. Donc, ce qui fait que cette proéminence de l'espace contenant le liquide céphalorachidien, c'est seulement proéminent ou c'est élargi sans que ça ne comprime ici. Regardez ici, c'est élargi, mais ça comprime notre vermis. Ça, c'est un kyste arachnoïdien. Ça, c'est la malformation de Dandy Walker. Regardez, on ne voit même pas le vermis. Pourquoi? Non seulement c'est roté, c'est tourné vers le haut, mais c'est hypoplasique. À cet âge ici, ce n'est pas ça la taille que tu vas avoir. Et regardez comment l'espace de liquide céphalorachidien en postérieur, comment c'est proéminent. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je dois me résumer. Dans cette présentation, j'ai montré encore une fois pour toutes comment est-ce que je revoirai l'IRM de la tête de l'enfant. J'ai mis un accent particulier sur la ligne médiane. D'abord, savoir reconnaître les éléments de la ligne médiane, en commençant par l'hypophyse juste au niveau du cervelet. Et j'ai illustré les anomalies avec quelques cas où les éléments normaux n'étaient pas visibles et qu'est-ce qui pouvait être vu à ce niveau-là. Et j'ai dit que ça, c'était juste la présentation. Ce que vous devez retenir, c'est tout ce qui est normal. Comment le normal devait se présenter. Et on va revenir quand on va maîtriser le normal pour maintenant parler des malformations. Et on parlera encore des malformations
le jour où on va parler de l'imagerie de l'épilepsie chez l'enfant, parce que la plupart des malformations auront comme traduction clinique l'épilepsie. Merci beaucoup. Et je remets la parole au modérateur, le docteur Angèle Mbongo, et je donne la possibilité aux gens d'ouvrir leur micro quand ils auront la parole. Mais pour garder l'ordre, nous aimerions que vous soulevez la main avant de prendre la parole. Merci beaucoup. Docteur Angèle Mbongo, je fais exactement 59 minutes parce qu'il est 17h15 ici, donc 21h15, comme on a commencé à 20h15. Merci beaucoup. Vous avez la parole, docteur Angèle Mbongo. Merci beaucoup, professeur Mata, pour cet enseignement assez clair. Je n'ai vraiment pas beaucoup à dire, sinon de retenir, comme tu l'as dit, qu'il faut se familiariser au normal. Et c'est ce que nous répétons toujours à nos assistants, à nos apprenants. Il faut s'habituer au normal. Le jour que vous avez l'image anormale, cela va vous tiquer. Et aussi, ce qu'on peut aussi retenir, ce que vous n'avez pas dit, c'est la systématisation dans l'exploration. Faire toujours la même chose, commencer toujours de la même chose et s'attarder sur la normale après, mais faire toujours la même chose, comme vous l'avez dit, et cela nous permettra de ne pas passer à côté des malformations. Donc, voilà ce que je pouvais ajouter. Sinon, je pense qu'on peut passer la main à ceux qui ont des questions à poser. Et voilà. L'orateur est là. Je passe la parole à ceux qui ont levé la main. Merci. Jusque-là, il n'y a aucune main levée. On attend. Alors, il y a une question. OK. Oui, voilà, il y a une question, mais je l'ai loupée au fait. OK. Il pose une question sur l'IRM. Est-ce que tu peux revenir dessus? Apparemment, je ne le vois pas sur mon écran, mais je crois que j'ai loupé, oui. OK, je présente. Il y a une question qui a été posée. Je ne l'ai pas dans mon CV ici. Je veux Reviens dessus, oui. On peut voir mon écran? Oui, revenez sur votre écran et revenez aussi sur les questions posées. C'était une question écrite. Ah, OK, OK. Donc là, je dois aller ici. Il y a salut, professeur Mata. Ça, c'est docteur Chibuit Zeng. Pendant une IRM, est-ce qu'un enfant peut faire une crise? Que faire en plein air? Oui. L'enfant peut faire une crise d'épilepsie pendant l'IRM, on en a déjà vu, mais pour la plupart des cas, cet examen s'est fait sous anesthésie générale. Donc, il y a moyen de contrôler ces crises-là parce que l'examen, c'est déjà, si l'enfant a moins de 6-8 ans, souvent on le fait sous anesthésie générale. Mais si l'enfant a déjà plus de 8 ans, c'est vrai, il peut faire une crise et quand l'enfant fait une crise et une urgence, on stoppe d'abord le tout, on contrôle la crise et puis on va faire l'examen après. Je ne vois pas d'autres questions. Merci beaucoup. Une question assez intéressante. J'ai vu Dr Kankou qui a demandé la parole. D'accord, on peut la lui accorder. Dr Kankou, vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, voilà, j'espère que vous m'entendez. 5 sur 5. Bien sûr, Dr JP, bonjour. Bonjour, bonjour. Je remercie le professeur Mata, Dadi Mata, avec qui j'ai fait connaissance la semaine dernière. Et je suis vraiment très content d'avoir assisté à ce cours qui est clair, pédagogique, qui nous a rappelé comment lire l'imagerie du cerveau, de l'encéphale, de l'enfant à l'adulte avec des pathologies, des malformations que nous rencontrons d'ailleurs souvent dans notre pratique quotidienne. Je vous remercie pour cet enseignement, pour sa qualité. Ma petite question concerne, tout à l'heure vous avez dit que le lipome, vous continuez à m'entendre? 5 sur 5.
le lipome du corps calleux se formait après donc une atrophie ou une agénésie partielle du corps calleux. Est-ce qu'il en est de même pour le lipome de la lame tectale? Parce que je suis tombé sur un cas fortuitement aujourd'hui. Voilà, quelle est l'explication? Est-ce que c'est la même physiologie, si tu veux? Oui, en fait, tous ces lipomes-là, c'est fort, bon, ça fait partie je ne dirais pas d'étiologie, ça fait partie du même mécanisme de malformation. OK. Donc, comme on dit, la nature aurait du vide, il y a certaines littératures qui pensent que les lipomes viennent combler cet espace vide laissé par le manque de corps calleux. Mais il y a des cas où on peut même avoir la partie du corps calleux qui manque, c'est petit, mais on a un gros lipome qui vient couvrir le tout. Donc, on pense que la littérature actuelle pense que c'est beaucoup plus une malformation en tant que telle, comme on peut avoir des lipomes ailleurs, mais qu'on voit souvent quand on a une agénésie partielle du corps calleux. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, dans le cas présent, moi, je n'ai pas vu, la lame tectale était tout à fait normale. C'est juste un petit lipome qui était presque au contact de la lame tectale par sa partie postérieure, sans effet de masse sur l'aqueduc du mésencéphale d'ailleurs. Ah, OK. Je pense que ça peut être une malformation isolée alors. Oui, oui. Oui, ça peut être isolé. Oui. Vraiment. Ouais. Voilà. Voilà. Ou Merci ça peut être beaucoup. comme on le voit avec les amartomes, donc c'est venu de manière sporadique. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci encore une fois pour la qualité de cet enseignement. Merci beaucoup, Dr. J.P. Kankou. Voilà. Je vois deux questions. La première question vient de Dr. Bofumbo de Lubumbashi. Quelle est la place de l'échographie cérébrale fœtale par manque d'IRM dans le milieu reculé pour le malformation? Oui, en fait, l'échographie, comme je l'ai dit au début de ces enseignements, et l'échographie et l'IRM, ils ont une performance, je ne vais pas dire similaire, mais l'échographie n'est pas trop derrière. J'ai choisi de montrer l'IRM surtout parce que les images sont beaucoup plus claires, surtout pour les assistants qui viennent de commencer. Ça épouse facilement les images que nous avons dans les atlas. Mais à l'échographie, on peut voir la même chose. Seulement que dans les milieux nantis comme ici, on ne s'efforce pas trop avec l'échographie. Quand on ne sait pas répondre à toutes les questions, on va faire l'IRM fœtal. Mais à l'échographie, comme je l'ai montré avec les anomalies de fusion de la ligne médiane, il y a des indicateurs. Donc, quand vous n'avez pas le cavum septum pellucidum, CSP, il faut déjà penser qu'il y a une anomalie de la ligne médiane. On le voit très souvent. Et quand vous êtes sur la ligne médiane à l'échographie, surtout quand on cherche à voir comment l'os du nez, la semaine du 27, je crois, on va parler des anomalies cardiaques à détecter à l'obstétrique. Donc, il y a ce qu'on appelle les soft markers et il y aura un cardiologue pédiatrique et puis l'obstétricien. Quand on est sur la ligne médiane au niveau de la tête, au même moment que vous cherchez l'os du nez, parce que dans les anéuploïdies, par exemple, dans le syndrome de la trisomie 21, parmi les éléments qui manquent, il y a l'absence de l'os du nez. Et à la même occasion, on recommande qu'on ait une vue de la ligne médiane du crâne, où devait être à mesure d'analyser la présence du corps calleux et la présence du tronc cérébral avec les proportions et retrouver le vermis qui est souvent en hyper-échogénicité, sans qu'il y ait une hémorragie ou qu'il y ait un infarctus. On parlera aussi de l'échographie du système nerveux central de la tête. Donc, il faut reconnaître que dans la modalité où vous êtes beaucoup plus à l'aise, comment la leçon à retenir ici, il faut bien retenir les normaux et les variantes de la normale sur la ligne médiane surtout. Et que ça devienne routinière. Par rapport à une grossesse de 20 semaines, quels sont les éléments que je dois avoir et par rapport à une grossesse, par exemple, de 28 semaines. Par exemple, quand on fait l'IRM fœtal, on va vous dire de dater les sillons. Parce que les sillons, par exemple, les sillons du cerveau, par exemple, au niveau de l'aube temporale, vont paraître à un certain rythme par rapport au temps. Donc, si je fais l'IRM fœtal à 17 semaines et si je le fais à 37 semaines, ce ne sont pas le même sillon que je dois voir. À 37, tous les sillons doivent être là, alors qu'à 14e semaine, par exemple, ou à 17e semaine, certains sillons peuvent ou ne pas être là. Et là, il y a des abats qu'on peut regarder. Donc, à l'échographie,
vous ne devez pas passer vite. Il y a toutes ces structures, on doit les reconnaître. Mégacisterna magna, on doit les connaître à l'échographie déjà. C'est pourquoi on calcule ce qu'on appelle le nuchal fold et puis la taille de système magna. Donc, vous allez en postérieur de, je crois que je peux trouver ça ici. Je peux trouver ça. Cérébral, ultrason, méga, cisterne, magna, ultrason. Ici, la distance ici, entre le cervelet et la partie postérieure du crâne, ça ne peut pas être plus de 10 mm. Quand c'est plus de 10 mm, vous avez déjà la cisterne à magna. Et au même niveau, quand la grossesse est encore jeune, il y a ce qu'on appelle, ce que nous avons appelé la persistance des poches de Black. Il y a comme deux membranes qu'on retrouve ici et en postérieur ici. À la 20e semaine, c'est normal d'avoir ces membranes. On va chercher ça. Je crois qu'on doit avoir une image avec ça. On ne le voit pas très clair comme ici et là. Et cette membrane doit disparaître aux alentours quand on arrive à la 37e, 38e semaine. Si ça persiste, c'est ce qui nous donne ce qu'on appelle la persistance des poches de Black. C'est les membranes là qui restent. Et l'espace ici, quand c'est plus de 10 mm, on parle déjà de comment? De mégacystecna magna. Donc, tous ces éléments ici, on peut le voir et à l'échographie et à l'IRM. Et comme ici, on peut voir qu'il y a une séparation à l'essillon ici. Donc, on ne peut pas, on sait séparer les deux hémisphères au niveau du frontal. Donc, quand on ne sait rien séparer, on va chercher ça ici. Holoprosencéphalie. Ultrason. Par exemple, on va prendre ça, par exemple. On ne sait pas différencier ici au milieu, on ne voit pas la différence comme on le voit ici. Ou bien on peut aller à stade DX. Holoprosencéphalie. Ultrason. Comme ici. C'est le même patient, ça c'est l'échographie, on voit en antérieur, rien ne peut être différencié. Et ça, c'est l'IRM qui correspond. Ici, c'est peut-être sémilobaire. Il y a une sorte de fichier ici, mais regardez, on a juste un ventricule qui communique avec un gros système postérieur. Et ça, quand on va à l'IRM fœtal, je crois que c'est postnatal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Elle avait déjà 2 ans, on peut avoir une anomalie du corps calé, n'est pas bien formé ici. Et regardez, à 2 ans, comme on peut le voir, la glande pituitaire n'est pas très bien formée parce qu'à cet âge ici, tout ne doit pas être plus blanc comme on le voit ici. Regardez le tronc cérébral, comment ça se forme. Postérieurement ici, on doit avoir une ligne. Regardez, ce zigzag ici, ce n'est pas normal. Regardez l'angle ici formé entre les cervelets et ici. Je dis que quand il y a une anomalie de la ligne médiane… S'il vous plaît, professeur, on ne voit pas les images. Oh, vous ne voyez pas les images? Partager l'écran. OK, un instant, je vais repartager. Est-ce que vous voyez l'image? Oui, là, c'est visible. Pas encore. Oui, ça va. Oui. Donc, ici, je montre l'image à l'échographie où on voit que la partie antérieure, tout ce qu'on a comme ventricule, c'est cette grosse cavité. À l'intérieur, rien ne peut se séparer. Et l'IRM qui accompagne nous montre qu'il n'y a pas une bonne différenciation des hémisphères comme on peut le voir ici. Et en postérieur, il y a ces gros kystes. Et on a fait l'IRM postnatal. Regardez, comme on est sur la ligne médiane, il y a toujours ce qu'on appelle la loi des deux. Quand vous trouvez une anomalie, ne vous arrêtez pas là. Continuez à chercher, vous allez en trouver. Ce malade ici, la glande pituitaire est anormale parce qu'on a dit que c'est la partie postérieure seulement qui doit être blanc, de couleur blanche, et la partie antérieure doit être iso-intense
au cerveau. Mais regardez tout le blanc ici à 2 ans. Non seulement ça, recherchons les corps calleux. Ça n'existe pas ici. Où on a juste cette ébauche qu'on voit à l'intérieur. Et quand on vient au niveau du tronc cérébral, on a dit la loi des 1, 2, 1. Mais si je prends ça, je mets devant ici, le ventre ici, ce n'est pas gros assez. Donc, même le tronc cérébral est mal formé. Regardez en postérieur, normalement, on a dit que ça doit être une ligne droite. Ici, ce n'est pas droit. Et regardez l'angle formé par les cervellés et les dos du tronc cérébral. C'est trop ouvert, c'est anormal. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est semi-lobaire. Il y a comme une séparation, mais on reste avec un seul ventricule. Et au niveau des noyaux de glisse centraux, ça reste connecté. Comme je l'ai dit, c'est toujours une sorte de spectre. Ça va de la non-différenciation totale jusqu'à ce qu'on ait une sorte de semblant de séparation, mais d'autres structures restent fusionnées comme on le voit ici. Et ça, c'est une anomalie. Donc, on connaît la lune médiane, les autres anomalies. Donc, la question, c'était beaucoup plus l'échographie. Je crois que j'ai montré. On peut chercher. Est-ce que je répondais à votre question, docteur Bokumo, bien? Professeur Dadi, Oui. Oui. Est-ce que je peux vous compléter par rapport à la question de Lubumbashi? Oui. Au fait, par rapport à notre milieu, je crois que c'est en fonction de ça qu'il a posé la question. Oui. Il demandait, par rapport à ces anomalies à retrouver à l'échographie fœtale, moi je lui dirais comment faire, il a posé la question, c'est qu'on doit être formé. Pour bien faire et bien faire les choses, on doit être formé. Et quand on est formé, on peut dépister. Dépistage, c'est pour classer en normal et en anormal. Et donc, quand on est formé pour ça, pour l'échographie fœtale, par rapport à l'encéphale sinon du fœtus ou bien même du nouveau-né, on sait s'attarder sur la ligne médiane. Au niveau de la ligne médiane, il y a détecté le CAVOM du septum pellucidum qui montre beaucoup d'anomalies à ce niveau-là, comme vous l'avez dit dans votre présentation. Le CAVOM du septum pellucidum, le corps calleux aussi, la scissure hémisphérique, tout ça, on la regarde bien quand on est bien formé à l'échographie fœtale. L'hypophyse et les sillons, tous donnent de bons renseignements sur l'encéphale fœtal. À part la ligne médiane, on passe maintenant à l'étude des ventricules. Au niveau du système ventriculaire, on peut regarder les plexus choroïdes qui donnent aussi des informations. On peut regarder la région sous-épendymère aussi au niveau du système ventriculaire. Ensuite, on passe au parenchyme cérébral. Au niveau du parenchyme cérébral, essentiellement les thalamies et les autres noyaux gris centraux, la substance blanche à l'échographie, la surface cérébrale aussi. Tout cela, j'insiste, ça dépend aussi de l'appareil. Il faut un bon appareil à l'échographie pour pouvoir détecter toutes ces anomalies. Un bon réglage, un bon appareil pour pouvoir bien dépister. Quand on n'a pas un bon appareil, on va passer à côté des anomalies, même quand on fait l'échographie, comme je dirais, quand on fait l'échographie fœtale. Et au-delà de tout ça, on peut aussi explorer les espaces péricérébraux à l'échographie et enfin la fosse postérieure avec la tente du cervelet, le vermis et les hémisphères cérébelleux aussi. Donc, tout ça, c'est bien, comme l'a dit le professeur Mata, que ce n'est pas superposable, mais c'est assez proche de l'IRM. Mais il faut avoir un bon appareil dans nos milieux. Si on n'a pas l'accessibilité à l'IRM, il faut avoir un bon appareil, comme je le dis, et il faut être formé pour bien faire et faire dans les normes. Voilà, je voudrais juste ajouter ça. Docteur Angèle, est-ce que je peux compléter, s'il vous plaît, ce que vous avez dit? Oui, tout à fait, oui. Oui, j'aimerais dire ceci, c'est que tout examen d'imagerie demande une formation, comme l'a dit docteur Angèle. D'abord, il y a la formation, il y a la connaissance et il y a aussi l'appareil. En effet, l'échographie, bien qu'étant proche de l'IRM, pour quelqu'un qui n'a pas été formé pour faire ses études du cerveau, il faut faire la différence. Une échographie fœtale, ce n'est pas une échographie obstétricale. C'est deux choses différentes.
Ce n'est pas ces échographies obstétricales que nous faisons à Kinshasa. Une échographie fœtale, c'est une échographie où nous recherchons toutes les malformations que peut présenter l'enfant depuis sa formation. Donc, c'est un peu cette précision que j'allais renchérir sur ce que a dit Dr Angèle. Merci pour la parole. Vous n'êtes pas présenté, Dr Mutuza. Dr Mais Mutuza, tu le dis. Mais tout le monde m'a reconnu. Dr Mutuza, hôpital Kalembelembe de Kinshasa. Merci beaucoup, Dada. On a coupé le micro à Dada. Non, non. Ou bien il a une connexion alors. Merci, moi j'ai fini, je laisse la discussion continuer si elle veut bien. D'accord, ok. Quelqu'un dit, s'il vous plaît, professeur Mata, pouvez-vous revenir sur les symptômes vus à l'échographie vers la 20e semaine? Vous avez été un peu rapide. Je pense que le docteur... Voyez-vous toujours mon écran? Oui. Je pense que le docteur Mutuza a déjà martelé là-dessus. Donc, c'est ça l'image. C'est cette structure en forme de cavité qu'on trouve sur la ligne médiane au niveau de lobe frontal. Ce qu'on appelle le septum pellucidum. Ça doit être vu à la 20e semaine. Si vous ne voyez pas ça, c'est déjà, vous êtes probablement soit un problème de technique, vous n'êtes pas très bien rodé pour voir ça, ou alors c'est une anomalie. Et là, je rejoins ce que le docteur Angèle et le docteur Mutuza ont dit. Et puis, il y a une autre question. L'IRM en pédiatrie ne se fait pas toujours sous sédation. On sédate en fonction de l'âge, de la pathologie, les côtes transfrontalières, en TDP bien, ça c'est le docteur Mutuza. Oui, parce qu'il y a ce qu'on appelle le feed and sleep. C'est-à-dire que pour les enfants de moins de 6 mois, par exemple, ce qu'on fait, il y a une technique qui est maintenant en vogue ici. Vous affamez l'enfant et puis il devient très irrité. Vous préparez l'examen et quand la maman vient à la salle de l'IRM et on nourrit l'enfant, comme il est déjà affamé et irrité, il va s'endormir et vous l'enveloppez. Vous le mettez dans la machine et vous avez l'examen. Avant 6 mois, ça a réussi, après c'est 80%, mais après 6 mois, ça peut ou ne pas réussir. Ce qu'on appelle le feed and sleep technique. Maintenant, il y a des séquences rapides, par exemple en cas d'hydrocéphalie. L'enfant peut bouger, mais comme on a seulement les images qu'on appelle comme single shot, c'est tellement rapide, les images sont floues, mais claires assez pour voir les ventricules dont les dimensions nous intéressent. Donc, dans ces cas-là, on ne fait pas l'anesthésie. Maintenant, il y a des enfants qui sont entre 6 ans et 8 ans, ça c'est ce qu'on appelle les gray zones. Il y en a qui vont bien faire l'examen sans anesthésie. Il y en a qui vont nécessiter quand même l'anesthésie, surtout si l'examen est très élaboré. Par exemple, l'enfant qui vient avec une masse, vous voulez chercher s'il y a des métastases, c'est un examen qui peut aller même jusqu'à 1h30 parce qu'on doit scanner la tête et la moelle. Et même les adultes, c'est difficile pour rester concentré, ne bougeant pas sur la table de l'examen. Donc, si je peux compléter ce que le docteur Mutuza a dit à ce point. Et puis... Docteur Dieu merci, Ménéné. Bonjour, prof. Pouvez-vous nous donner des clés pour savoir faire la différence entre une mélisation normale et une lécomalésie périventriculaire de l'enfant? OK. PVL. PVL, hémorragie. Brain. Pas dans les métaboliques. OK. PVL, brain, MRI, type 2. C'est mieux d'aller avec l'imagerie, avec les images. Ça, c'est en deuxième lieu. Puis, VIR, brain, type 2.
OK. Quand on parle de la myélinisation normale, j'ai dit qu'en T1, c'est où la présentation encore? Est-ce que vous voyez toujours mes images? Là où je montre, c'est écrit myélinisation cérébrale. On sait voir ça? Oui. Oui. Ben, il faut essayer de zoomer un tout petit peu. Les écrits sont trop petits, sinon on voit. OK, donc je peux aller, non pas ça, PVL. C'est ça. Normalement, en T1, tout doit être de couleur blanche comme on le voit ici. La substance blanche, je veux dire. Et après 2 ans, tout doit être de... Vous voyez mon écran? Docteur Angèle, vous voyez mon écran? Myélinisation cérébrale? Oui, on le voit. Il faut zoomer un peu. Les écrits sont très petits. Tu peux zoomer pour que tout le monde Donc voit. là, je dois changer les settings alors. Ou bien... Est-ce qu'on peut voir maintenant mieux? Ça va, tu peux parler. Hein? Oui, donc en T1, la substance blanche doit être vraiment de couleur blanche comme on le voit ici. Et en T2, après 2 ans, tout doit être noir. Maintenant, dans les PVL, dans ce que vous appelez l'écomalésie, il y a des plages de couleur blanchâtre qui vont paraître à côté dans la substance blanche qui est juste à côté ou bien en périventriculaire. Comme j'avais montré dans l'autre cas. Et ces substances, ces lésions-là, c'est au fait des lésions ischémiques qui apparaissent au niveau de la substance blanche profonde. Et souvent, comme je voulais le montrer dans l'autre cas, ça peut être difficile à voir. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? J'ai changé. Je fais mouvoir une image. Est-ce qu'on peut voir ça? Non. Oui, c'est visible, c'est bien, c'est bon. Oui. Oui. Comme on peut, en cas de PVL, regardez, il y a comme une sorte d'ondulation. Ça marche, ça va. Il y a comme une sorte d'ondulation de paroi de ventricule. Et à côté, est-ce que je peux me rendre ça quand? Il y a comme une sorte, regardez ici, on a des plages blanchâtres à côté des ventricules de part et d'autre, mais ça, c'est à la phase chronique qu'on a ça. Pourquoi? Parce qu'en cas de PVL, il y a une lésion de substances blanches, il y a une perte de substances blanches. Regardez ici, on a les cortex, et entre les cortex et les ventricules, on voit presque plus de substances blanches. Donc, ça s'accompagne d'une atrophie de la substance blanche. Mais à la phase aiguë, ce qu'on peut avoir, l'échomalacia, brain, neonates. MRI. Yeah. So, à la phase aiguë, je cherche la bonne image. Ça peut être comme ça, des plages qu'on voit ici, comme ici. Ici, là. Ça, ce sont des lésions de PVL. On a dit qu'en T2, tout doit devenir noir comme ça, sauf le ventricule qui doit être en hypersignal. Mais on a maintenant des plages blanchâtres qui apparaissent dans la substance blanche profonde. Ça, ce sont des images de PVL. À la phase aiguë, on peut les avoir comme ça. Et quand ça devient chronique, nous commençons maintenant à voir l'atrophie de la substance blanche qui est blessée et il y a une perte de substance blanche. Et comme corollaire, il y aura des membranes, des parois des ventricules auront la forme ondulée et puis le corps calleux sera atrophié. Donc, pour résumer, en T1, comme on a dit, la substance blanche, tout doit être blanc. Et en T2, tout doit être noir. Si en T2, la substance blanche qui devait être noire nous montre de plages blanchâtres comme ça, on a ce qu'on appelle white matter disease, une anomalie de la substance blanche. Ça, c'est un gros ensemble qui inclut des PVL. Parce qu'on peut avoir des maladies métaboliques qui peuvent avoir le même signal. On peut avoir des maladies d'hypomyélinisation ou bien de retard de myélinisation qui peuvent vous montrer des hypersignaux. Je ne vais pas encore aller très profond à ce niveau-là. C'est donc de manière brève comment je peux répondre à cette question-là.
Est-ce que je peux rajouter, professeur? Oui, oui. Oui, il faut noter que la maturation cérébrale ne se fait pas du jour au lendemain, elle est progressive. Donc, la myélinisation cérébrale du fœtus, de l'enfant, progresse avec l'âge. Donc, elle commence à partir de la région du sillon central et puis par le pôle occipital qui est myélinisé avant le pôle frontal. Et le pôle frontal, lui, il est myélinisé avant le pôle temporal. Donc, tellement ça se fait progressivement, on sait voir finalement chaque étape, si ça ne s'est pas passé de cette manière. L'enfant à tel âge, normalement, il doit y avoir une myélinisation qui est au niveau du sillon central, mais à cet âge, il n'a pas au niveau temporal, on s'est dit, il y a une anomalie. Tout ça, il faut apprendre cela et il faut connaître. Ce ne sont pas des trucs qui sont automatiques et que l'on peut comprendre en une brève séance comme celle-ci. Ça, c'est plus de la profondeur. Merci. Merci beaucoup, Dr. Mutuza. Il y a une autre question. Merci beaucoup, professeur, pour ce cours. Une question, s'il vous plaît. À quelle anomalie pensez en échographie fœtale quand j'ai une hydrocéphalie importante avec lamination du parenchyme cérébral alors que tout le reste est normal? OK. L'hydrocéphalie en soi, ça peut être une anomalie. Surtout quand on a une sténose de l'aqueduc, comment on appelle ça? Aqueduc de Sylvius. On peut avoir une hydrocéphalie sévère au tel point qu'il y a comme le parenchyme est très, on peut chercher ça. Sténose. Donc, on cherche à l'échographie. On peut avoir à une situation comme celle-ci, où les ventricules sont vraiment, vraiment proéminents, au point que le cortex est vraiment comprimé. Mais ça, on est à la 20e semaine. Parce que quand vous faites l'échographie pour dater la grossesse au premier trimestre, tout le monde sait que les ventricules sont tellement proéminents que ça peut prendre presque la totalité de l'hémisphère, surtout aux alentours de 6e semaine ou bien 7e semaine. Mais au deuxième trimestre, quand les ventricules sont aussi proéminents que, comme on le voit ici, avec les cortex et les substances blanches à peine qu'on peut distinguer, il y a beaucoup de diagnostics différentiels à ce niveau. Et le premier auquel je penserais, c'est le stoneur, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une compression en bas qui empêche le mouvement normal, comme la circulation normale du liquide céphalorachidien. Il y a d'autres anomalies, comme on a dit, quand on a par exemple affaire avec des holoprosencéphalies, on peut avoir juste les cerveaux à l'intérieur et tout en postérieur ici paraît anormal. On peut avoir ce qu'on appelle en encéphalie, c'est-à-dire les hémisphères ne sont pas formés du tout. On peut chercher ça. En encéphalie. Ouais. On cherche une bonne image où tout ce qu'on peut voir, c'est seulement les troncs cérébrales. Rien d'autre n'est visible. OK, let's go start DX. Ça, c'est la forme grave. Je ne sais pas si... Ouais. Ça, je n'ai pas trouvé. Donc, on peut avoir l'absence de formation de l'encéphale en soi. Et là, il y a beaucoup de mutations qui peuvent expliquer. Donc, quand on a l'électrique céphalorachidien qui est très prominent au niveau supratentoriel, il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Et là, maintenant, à l'échographie, comme vous savez, c'est opérateur dépendant. Là, ça prend maintenant de la technique de l'examinateur pour bien rechercher les autres lésions. Donc, il n'y a pas une seule maladie qui peut expliquer tout ça. Je peux dire, est-ce que docteur Mutuza ou bien docteur
Angèle, bon, on peut compléter s'ils ont d'autres idées. Je crois que vous l'avez assez expliqué, professeur. Le diagnostic n'est pas unique. Il y a toute une litanie de diagnostics différentiels devant une dilatation, une énorme dilatation des ventricules avec parenchyme cérébral aminci, quoi. Il n'y a pas qu'un seul qu'on puisse dire. Autre question, un mot sur le périventriculaire, le comalé, c'est la complication de prématurité. Ça, on a répondu. Là, on a parlé des plages, des T2 dans la substance blanche périventriculaire. Donc, cette réponse s'applique aussi à cette question. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la masse? Ou bien un commentaire? Je sais que c'est un sujet très compliqué. Ça va un peu de la profondeur. Donc, l'idéal ici, comme je l'ai dit, ce n'est pas que vous reconnaissiez toutes les anomalies, mais que vous sachiez quand même dire que c'est anormal, quand c'est anormal. Si on a maîtrisé cette partie-là, on aura atteint l'objectif de cette présentation. Les malformations, on va y revenir et en profondeur. En une séance, la personne complique. Pendant qu'on attend la question, pour la semaine prochaine, il y a un professeur de l'Université de Montréal qui va nous parler de l'imagerie des infections du système nerveux central. Donc, il faut être là et nombreux. Et préparer déjà des questions. Ouais. Professeur, dans les anomalies de la fosse postérieure, est-ce que c'est qu'on peut avoir des syndromes de Chiari? Oui. Ça, je n'ai pas mis ça parce que je me suis dit que bon, tout le monde doit maîtriser ça. Arnold Chiari, Chiari malformation. OK, ça, c'est un exemple qui donne. Parce que normalement, les amygdales du cervelet ne doivent pas. Let me hear. Chiari. Oui, donc normalement, ça c'est le cervelet. Ici, il y a une ligne ici, les trous occipitaux, ce qu'on appelle le foramen magnum. Normalement, les amygdales du cervelet ne doivent pas plonger dans la partie supérieure de la colonne cervicale. Quand ces amygdales descendent, et la bonne image pour voir ça, c'est en coupe coronale. Quand ça descend d'un seul côté, au-delà de 5 mm de descente, donc à partir de trou occipital en bas, on appelle ça Chiari 1, ou malformation d'un autre Chiari de type 1. Quand c'est les deux côtés qui descendent, la littérature actuelle parle de 3 mm en bas. Et comme on peut le voir, quand ça descend comme ça, ça vient obstruer le passage de liquide céphalorachidien. Et ce n'est pas rare, soit d'avoir de l'hydrocéphalie, mais souvent, ce sont des malades qui viennent avec les hoquets et les troubles de respiration. Pourquoi? Parce que c'est au niveau du bulbe rachidien qu'il y a le centre, par exemple, des hoquets, par exemple. Et quand il y a des Chiari 1, ça sera comprimé à ce niveau ici. Et parmi les symptômes, il y aura par exemple les apnées ou bien les troubles comme on hiccup, comme on appelle ça, les hoquets qui peuvent paraître. Et quand c'est présent, comme il y a une anomalie de circulation entre la jonction entre le bulbe et le tronc cérébral proximal, il y a ce qu'on appelle l'obex. Il y a un petit trou par où le canal central, c'est-à-dire une petite quantité de céphalorachidien circule. Mais à cause de cette compression-là, il y a un trouble de circulation. C'est comme ça qu'on a les syringomélies. Donc, quand vous avez des Chiari et que vous êtes en train de faire le scanner de la tête, il faut obtenir au moins le scanner de la colonne cervicale pour dire qu'il n'y a pas de syringomélie. Je vais voir s'il n'y a pas un exemple ici. Ici, vous voyez, en coronal, on le voit des deux côtés. On le voit des deux côtés, cette descente des deux côtés. Quand c'est des deux côtés, on prend la distance à partir d'ici jusqu'en bas. Est-ce qu'on voit mes images, je crois? Quand c'est plus de 5 mm d'un côté, ou bien quand c'est des deux côtés, 3 mm, c'est le seuil.
Et ici, on peut avoir les images dynamiques pour voir comment les liquides céphalorachidien circulent. Comme on peut le voir ici, ici, il y a une bonne circulation. Là, tout est obstrué. Regardez ici, il y a un trouble de signal, il y a une anomalie de signal. Il y a déjà la séromyélie qui se forme, c'est-à-dire comme il sort des kystes liquidiens dans votre colonne. Et le malade va présenter avec les troubles de sensitivité au niveau de membres, par exemple, parce qu'on est au niveau de la colonne cervicale. Je ne sais pas si, par exemple, ici, vous regardez, il y a Chiari, c'est descendu, ça comprime, l'obec, c'est à peu près ici, par où le liquide peut entrer, c'est comprimé, il y a un trouble et voilà comment il y a cette accumulation, cette séromyélie. Donc, tout ça, c'est seulement au type 1. Au type 2, on peut avoir ce qu'on appelle la myéloméningocèle, c'est-à-dire en périphérie, ça on peut aller type 2. Type 2, en plus de cette descente, il y a le spina bifida qui s'ensuit. Donc, quand il y a une descente ici, on ne peut pas s'arrêter là. On doit scanner toute la colonne et voir s'il n'y a pas de spina bifida. Quand il y a le spina bifida, on est dans le type 2. Il y a jusqu'au type 3. Il y a même des discussions pour le type 4. Donc, ça, c'est en dehors de scoop ou bien de contenu de cette présentation. C'était juste un exemple. Parce que normalement, comme je l'ai dit, les amygdales doivent se limiter tout au plus au niveau du trou occipital. Je crois avoir répondu à cela. Oui, la question qui suit aussi s'attarde sur le spina bifida. Tu peux lire la question et continuer. Le spina bifida peut aussi donner une hydrocéphalie avec d'autres signes de banane ou citron et les autres symptômes de... Oui, oui. Donc ça, vous avez raison. Donc, c'est le docteur Bufumbo de Lubumbashi qui m'a complété. S'il vous plaît, docteur Dadi est en train de dire on voit des cavitations liquidiennes dans la colonne. Ce n'est pas dans la colonne, professeur. Au niveau de la moelle épinière. Voilà, merci beaucoup. Merci, je sais que c'est un... Oui. Je vois, docteur J.P. Kankou, vous avez dit que la visualisation d'un sillon supérieur du cervelet suffisait pour écarter une malformation. D'après les 3 sillons avaient une image en feuille de tréphée était la normale. Quel est votre avis sur ce sujet? Vous avez raison, docteur Kankou, mais généralement, c'est rare d'avoir le fastidium bien formé et le sillon primaire est bien formé et ne pas voir les autres sillons. Il y a une belle publication par docteur Suzanne Blazer. Je pense que c'est le meilleur de l'Amérique du Nord avec le malformation du cerveau. Et je crois que c'est le chef de l'unité malformation et maladies métaboliques à l'hôpital de Sick Kids. Donc, d'après elle, quand vous voyez le fastidium et le sillon primaire, à plus de 80% des cas, le cervelet est bien formé. Mais il nous reste le 20%. Donc, il faut voir les autres 2 sillons qui sont là pour faire la totalité. Mais comme on le voit souvent à l'échographie, c'est difficile de voir tous les sillons au même moment. À ce moment-là, quand on voit déjà le sillon primaire et le fastidium, on sait déjà qu'on n'est pas du moins dans les dandy walkers. Et si l'angle formé est bon. Parce que je pense que dans la fosse postérieure, l'extrême, c'est avoir la malformation des dandy walkers qui est très compliquée. Les autres formes comme le mégacystème amagdien ou bien le kyste arachnoïdien sont des anomalies bénignes. Donc, c'était dans ce sens-là. Pour un novice, quels sont les éléments qu'il peut retenir pour dire qu'ici, en termes de probabilité, dans 80% des cas, on est presque dans le bon. C'est dans ce sens-là. Donc, mais vous avez raison, on doit avoir tous les sillons. Et pour ceux qui ne connaissent pas les sillons, Cerebellar overmix. Ouais. Donc, ici, nous parlons de ces structures ici. C'est que le docteur Kankou a dit la feuille de trèfle, ce qu'on voit ici, ces différents sillons que nous voyons. Parce que normalement, parce que ça, c'est souvent le sillon le plus profond et le fastigium, c'est déjà très tôt à la 17e semaine, vous avez ça. Donc, quand ce sillon est très bien formé, juste en partie profonde ici, et ça est très bien formé,
c'est rare, vraiment rare de voir que les autres sillons manquent. C'est de la sens que je dis que non, quand vous avez ça et ça, vous êtes presque dans le bon, à 80%. Mais comme on a dit en radio, il y a ce qu'on appelle search satisfaction, la satisfaction de recherche. Quand vous trouvez une anomalie, vous vous arrêtez, il y a toujours risque que vous en trouvez d'autres. Par exemple, ici, non seulement ça c'est bien formé, mais en postérieur, ce liquide céphalorachidien est très prominent. Seulement que ça ne comprime pas ici. Donc, nous avons affaire à la mégacystère namardien et non au kyste arachnoïdien. Donc, comme c'est bien formé, si je trouve une anomalie de liquide céphalorachidien, c'est probablement dans le spectre d'une anomalie moins significative. Bénigne. Il est 22h chez vous. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, on va. Apparemment, les questions sont épuisées. On n'a plus de questions en ligne. Est-ce qu'il y a des mains levées de ton côté? Non, je ne vois rien. Donc, je pense que nous allons devoir chuter par là. Et vous m'entendez là? Très bien, 5 sur 5. Donc, voilà. Donc, je disais que nous allons devoir chuter. Nous avons mouvé entre 71, 71 et 90 participants. C'est déjà une bonne chose pour l'enseignement de ce soir. Et nous espérons avoir que l'orateur a répondu aux préoccupations de ceux qui l'ont exprimé. Et les questions sur le sujet peuvent continuer à être posées et elles peuvent continuer à être posées inbox. Et parce que sur le cerveau, c'est vraiment une matière à lecture. Comme l'a dit Dr Mutuza, ce n'est pas en une séance qu'on peut retenir tout sur le cerveau. Pour ma part, ce qu'on peut retenir vraiment de la leçon de ce soir, c'est qu'il faut s'habituer au normal, comme on a l'habitude de le dire, s'habituer au normal, explorer de manière systématique et ainsi on tombera sur la normale et on cherchera c'est quoi l'anomalie. Donc, pour ma part, je crois qu'on va remercier tous les participants et je vais remettre la parole au professeur Mata pour le mot de la fin. Voilà. Merci et au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, chers tous, pour votre présence. On se voit le lundi prochain. L'imagerie de l'infection du système nerveux central, professeur Marie-Constance, Université de Montréal. Merci beaucoup. Il y aura des affiches et des liens partagés. Merci.